Bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité des sessions juste avant et que vous avez continué de profiter des sessions juste après. Donc, je m'appelle Aurélien Dubo, responsable marketing pour une société qui s'appelle Critizer. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui malheureusement reste d'actualité avec nous. C'est l'impact du Covid sur notre paysage retail. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de Critizer dans cette présentation, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, Critizer, c'est une plateforme de gestion des interactions avec les clients, désignée principalement pour le local, donc on parle des branches et des magasins, et qui permet aux consommateurs de se connecter, d'envoyer des messages, des suggestions, des questions, des réponses, au personnel dans le magasin, ce qui crée plus de proximité pour le personnel dans le magasin, qui crée des conversations au niveau digital et plus de connexion, plus de proximité et plus de fidélité, tout en permettant au siège d'avoir des insights et de piloter l'expérience client. Voilà, c'est tout pour Critizer, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc là, on va continuer et en fait, ce que je vais partager avec vous dans les 18 prochaines minutes, en fait, c'est les résultats d'une étude qu'on a fait en fin d'année, en fin 2020 et qu'on a continué à faire en début 2021. Et on a publié en fait cette étude en début 2021 également, ainsi que 3 sous-sections sur des secteurs particuliers qui se détachaient des autres. Et l'idée de cette recherche, en fait, c'est de comprendre un petit peu du point de vue des retailers, donc pas forcément du point de vue des consommateurs, mais du point de vue des retailers, comment est-ce qu'ils ont vécu la crise du Covid-19, comment est-ce qu'ils continuent à s'adapter à ce nouveau paysage, et quelles sont leurs perspectives un petit peu, à quoi ils pensent dans le futur. Il y a énormément d'études qui sont très, très, très valides, très intéressantes, très riches sur les changements du comportement des consommateurs. Il y a énormément d'informations dans la presse également. Et puis, en tant que personne, on voit un petit peu comment on a changé. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur ce sujet-là. Nous, on voulait en fait tourner un petit peu le sujet, tourner la pyramide sur sa tête et dire, voilà, on veut le point de vue des retailers, pas forcément des consommateurs, pas forcément les changements des consommateurs, mais comment est-ce que les retailers l'ont vécu. Donc, on a fait une étude avec plus d'une centaine en fait, de retailers en France et en Grande-Bretagne. Vous voyez ici un petit peu les enseignes participantes. Enfin, il y en a beaucoup plus que ça, bien entendu, mais ça, c'est des enseignes que vous pouvez reconnaître. Et on a parlé à des personnes qui soient aussi bien dans des directeurs retail que des CEO, des CEOs, donc plusieurs personnes, plusieurs types de personas sous chaque enseigne, pour avoir des points de vue un petit peu différents, qu'on soit un petit peu sur le terrain ou plus dans l'expérience, la gestion de l'expérience au siège. Donc voilà. Donc ça nous donnait un petit peu un paysage un petit peu riche et des informations que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site, hein, c'est gratuit, vous pouvez télécharger cette étude. C'est une étude qui est à la fois quantitative, avec des données, donc des sondages un petit peu classiques, et qualitative, où on a fait des entretiens, des interviews avec des leaders en fait, dans le monde du retail. Donc voilà. Donc pour cette présentation, plutôt qu'en fait vous recrachez en fait tous les chiffres de la recherche, la manière dont j'ai décidé de structurer cette présentation, c'est sur le thème en fait de la relation. Si on pense au Covid-19 et de son impact sur le monde du retail, en fait, c'est un problème relationnel, ça crée un problème relationnel fort entre les retailers et leurs clients. Tout simplement, ça met des barrières, ça met de l'incertitude, et donc ça met un vrai problème dans une relation. Maintenant, si vous avez été en relation, si vous avez un partenaire ou une partenaire, quand on fait face à des problèmes, il y a une méthodologie qui marche, pas toujours, mais qui marche souvent pour essayer de résoudre le problème. C'est de faire l'état sur soi. Et donc, c'est ce qu'on a demandé aux retailers. C'est comment est-ce que vous avez vécu la crise, comment est-ce que vous la vivez à l'heure actuelle. Donc, de faire l'état sur soi, de savoir comment est-ce qu'on sent ce problème, comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce qu'on le vit. Une fois qu'on a fait le point sur soi, on est capable de parler à l'autre, on est capable d'écouter, de comprendre comment l'autre personne dans cette relation vit ce problème. Et donc, c'est l'aspect être à l'écoute. Donc, on a demandé aux retailers, est-ce qu'ils se sont mis à l'écoute des clients, tout simplement, et qu'est-ce qu'ils ont écouté. Le troisième aspect, c'est qu'une fois qu'on a fait le point sur soi, qu'on comprend comment l'autre se ressent la situation, on passe à l'action. On essaie de surmonter le problème ensemble. Et si on y arrive bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se sent plus fort, on a plus de connexion et de fidélité. Après, si on n'y arrive pas, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et une fois qu'on a plus de connexion, ça nous permet de regarder vers l'avenir ensemble, de construire des choses, d'être plus forts tous ensemble. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai construit cette présentation. Bien entendu, si vous allez voir la recherche, il y a plus de stats sur plein d'autres sujets, donc je vous invite à aller la consulter si vous le souhaitez. Voilà.
Donc, un des premiers éléments, quand on demandait aux professionnels du retail, en fait, quel était l'impact, quels que soient les secteurs, hein. Donc, tous les secteurs confondus, ils ont tous constaté, enfin, dans 90% des cas, on dit qu'ils ont constaté un gros impact sur le parcours client, que ce soit la fréquence d'achat, le mode d'achat, le canal d'achat, également la dérivation vers la compétition. Naturellement, quand vous y attendez, 85% des retailers interrogés, ou des professionnels du retail interrogés, pardon, ont vu en fait une hausse des ventes en ligne avec une diminution du trafic en magasin. Avec des nuances un petit peu intéressantes, dans le sens où 38% des retailers de la grande distribution, des professionnels de la grande distribution, ont constaté avoir une augmentation aussi bien des ventes en ligne que du trafic en magasin. Et dans 90% des cas, sur le bricolage de la maison, ils ont vu une augmentation aussi bien dans les ventes en ligne que dans le trafic en magasin, si bien que beaucoup d'entre nous ont exprimé des inquiétudes vis-à-vis du surtrafic vers le magasin, surtout au mois de septembre, mais que maintenant ils ont surmonté. Donc voilà. Et si on va un petit peu plus loin de ça, il y a aussi un changement sur les modes de consommation. Comment est-ce que les retailers ont vécu les modes de consommation? Et 100% d'entre eux, donc l'intégralité des professionnels du retail interrogés, encore une fois, c'est plusieurs retailers, plusieurs professionnels du retail sous chaque retailer, ont avancé qu'ils ont instauré un nouveau sens de circulation dans les magasins. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît anodin, mais qui, quelque part, change énormément la donne pour les retailers, dans le sens où l'agencement des produits dans un magasin, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qui est fait par hasard. Il y a toujours une vraie pensée derrière, une vraie volonté de mettre en avant certains produits plus que d'autres, de déstocker certains produits plus que d'autres. Également des partenariats au niveau du merchandising. Donc, c'est pas un hasard, c'est les produits de P&G sont toujours en tête de rayon, et que certaines marques de chips sont toujours au niveau de l'œil. Ça, il y a une vraie raison derrière. Pareil pour j'achète beaucoup de couches en ce moment. Pour les couches, il y a vraiment une discrimination entre les marques de couches. Et ça, en fait, quand on change le sens de circulation dans les magasins, ça change d'un certain point de vue, en fait, la management du stock et également les relations de merchandising qu'on a avec les fournisseurs. Donc, un gros impact, quelque chose qui paraît anodin, mais un gros impact côté retailer. Donc, vraiment une adaptation, une repensée de l'espace du retail dans le monde physique. Un deuxième élément, c'est en fait l'avènement des QR codes, Quick Response Codes. En fait, c'est les petits carrés, enfin, je pense que vous connaissez tous. J'ai trouvé ça particulièrement amusant. Alors, c'est pas une grosse anecdote, mais j'ai trouvé ça plutôt amusant, dans le sens où pendant un bon nombre d'années, en fait, le QR code était considéré comme le vilain petit canard de la roadmap. C'était, je me rappelle, un rapport d'IBM qui disait 2015 ne sera définitivement pas l'année du QR code. À l'époque, ça m'a fait beaucoup rire, parce que IBM, naturellement, c'est une organisation très, très sérieuse, et le ton de leur analyse avait été très, je pense, très moqueur, très amusant, et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Maintenant, c'est le QR code qui se moque de moi, en me disant, en faisant un retour, effectivement, dans le monde du retail, parce que les consommateurs ont besoin d'interactions sans contact, safe. C'est aussi l'occasion, en fait, de dépoussiérer un petit peu sa roadmap côté retail, pour mettre en avant de nouveau, des projets qui avaient été laissés, on va dire, dans le backlog, et qui maintenant reviennent en force. Surtout, d'autant plus qu'on a vu une accélération profonde, en fait, de la transformation du retail au cours de l'année 2020, et ça va continuer en 2021. Un autre élément que je l'ai trouvé intéressant, c'est la mise en place de nouveaux systèmes de collecte et de livraison. Et là encore, on a vu, en fait, moi, ce que j'appelle l'avènement des plateformes, dans le sens où on a des acteurs qui n'étaient pas en fait dans le monde du retail, ou qui étaient plutôt dans le monde de la logistique ou de la distribution. Je pense à des Uber Eats, je pense à des Deliveroo, qui d'un seul coup sont venus en venant supporter le monde du retail. De la même manière, on a vu la grande distribution en fait établir des partenariats avec de nouvelles marques, d'autres retailers, et de la même manière, la restauration, établir des relations avec des marques plutôt CPG, pour transformer la restauration en un point de vente un petit peu communautaire. Donc, encore une fois, ça c'est venu un petit peu brouiller le paysage de la compétition, et on a beaucoup de coopération et beaucoup de compétition, et c'est un paysage de plus en plus fouillis,
qu'on voit dans le monde du retail, ce qui rend en fait ce qui rend l'attente des consommateurs beaucoup plus forte, mais également ce qui demande une attention beaucoup plus forte côté retailer sur le paysage, les acteurs qui sont autour de soi. Donc, encore une fois, être encore plus agile au niveau de son adaptation aux consommateurs. Donc, ça, c'est l'impact. Et là, je n'ai pas de stats sur ce slide-là, parce qu'en fait, tout simplement, quand on a demandé aux professionnels du retail si, tout simplement, ils avaient augmenté ou s'ils écoutaient leurs clients pendant cette période de crise, 100% d'entre eux ont répondu oui. Donc, en fait, les clients sont retrouvés comme étant l'épine dorsale de l'entreprise durant la crise sanitaire, vraiment la base, la clé, sachant qu'il y avait beaucoup de changements. Donc, des gouvernements qui votent des décrets, des lois, mais techniquement, la base, c'était de rester ouvert, de continuer le business. Et les seuls qui votent avec leur portefeuille, c'est les clients. Donc, vraiment une focalisation sur l'écoute du client durant cette crise sanitaire et une vraie prise en conscience que c'était le client est l'élément le plus important, au-delà de certaines capacités techniques. Voilà. Maintenant, écouter, c'est bien, mais il y a plusieurs actes. On peut écouter plusieurs signaux. Donc, on a demandé aux retailers également de qu'est-ce qu'ils essayaient de faire via cette approche d'écoute. Et en fait, il y a 6 éléments qui sont ressortis très fortement. Donc, un, c'est le souhait de pouvoir s'adapter très rapidement en période d'incertitude. Quelque chose qui est très, très difficile pour les retailers. Et il y avait également dans ce rapport beaucoup de frustration énoncée sur le fait de pouvoir s'adapter, notamment en magasin, en local, très, très rapidement, quand on avait une politique qui était très dirigée par le siège. Donc, en fait, ceux qui ont beaucoup mieux vécu la crise, en tout cas dans les réponses qualitatives, sont ceux qui avaient déjà permis aux équipes locales de se mettre en contact avec les clients, de s'adapter avec les clients. Donc, l'épine dorsale sur le client, elle était déjà en magasin. Il y avait déjà cette volonté d'être en proximité, d'être en dialogue avec le client, ce qui permettait de s'adapter très, très rapidement. Le deuxième point, c'est de créer des conditions favorables pour que les clients se sentent à l'aise. Naturellement, entre les lois et certains clients qui avaient potentiellement certaines parties de la population qui potentiellement s'étaient mal à l'aise, avaient peur d'autres parties de la population qui n'étaient pas forcément pour faire des efforts, il fallait vraiment jongler les deux. Et donc, c'était un axe vraiment d'investigation pour les retailers. Le troisième axe, c'était de conserver une touche humaine, d'augmenter cette proximité. Quand tout le monde vit un peu dans la peur, c'est comment est-ce qu'on continue à créer cette volonté de proximité. Et encore une fois, ça passait par permettre à toutes les personnes du staff d'être en contact avec les clients, permettre vraiment de se mobiliser autour du client. Le quatrième point, c'est l'action. L'écoute, c'est bien, mais c'est aussi l'objectif. Il y avait un fort objectif de prendre des actions, et des actions pertinentes. Cinquième axe, c'est communiquer avec les équipes de différents départements. S'assurer que tout le monde parle le langage du client. Et ça, c'est un impact fort. Ça veut dire qu'il faut démocratiser la voix du client en interne. Quelque chose qui n'est pas forcément facile, d'après ce qu'on a entendu de certains retailers. Ceux qui étaient préparés, c'était très facile. Mais d'autres retailers ont vu, par exemple, pour les équipes techniques ou les équipes locales, s'ils n'avaient pas en fait cette habitude de permettre aux équipes locales en magasin d'être en contact avec les clients via les canaux digitaux, c'était quelque chose qui était très difficile pour eux. Pour ceux qui étaient beaucoup plus préparés, c'était beaucoup plus facile. Et une prise en conscience de sa réputation en ligne, quelque chose de très, très important pour le choix des clients qui votent avec leurs pieds, surtout en période d'incertitude, avec leur portefeuille et leurs pieds en période d'incertitude. Ça, c'est une citation que je trouve très intéressante, qui parle en fait du fait de pouvoir adapter l'expérience en fonction du feedback du client, mais pas seulement en fonction d'un NPS global. Le NPS n'a pas forcément de sens, mais le fait d'avoir une approche qualitative, c'est-à-dire que chaque client compte et que l'impact est très important si chaque client compte. Si on peut permettre à chaque client d'avoir un impact sur l'expérience. Et ça veut dire, au niveau organisationnel, ça veut dire qu'on est prêt à pouvoir parler à chaque client chaque fois qu'il y a un petit peu du feedback, des conversations, des suggestions, des questions. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est l'adaptation. D'accord? C'est que 41% ont modifié leurs enquêtes de satisfaction avec des résultats très très forts sur la fidélité ou sur la connexion des équipes locales avec leur staff. Une autre façon de regarder ça, c'est que 59% n'ont pas fait ça. C'est 59% des retailers ont déclaré ne pas avoir changé leurs enquêtes de satisfaction. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est-à-dire que si on pense que le Covid, c'était un des points les plus impactants de l'année dernière,
C'est comme en fait si votre partenaire changeait de travail et que pendant 3, 4, 5, 6 mois, vous leur demandez jamais comment ça se passe, comment comment ils se sentent dans ce nouveau travail. Et ça, c'est vraiment une opportunité manquée pour tous les retailers, d'autant qu'on voit très nettement les résultats positifs sur la fidélité et sur la connexion des équipes locales avec leurs clients. Mais bon, écoutez, c'est bien. Est-ce qu'il y a des changements concrets qui ont été mis en place? Encore une fois, pour la majorité, oui, beaucoup de changements concrets. Ceux qui ont mis des changements concrets les plus forts, notamment, c'est le secteur de la restauration qui, si vous pensez au restaurant, ils ont dû se transformer en business complètement différent. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient vraiment du physique, on vient, on mange, on part. Et là, ils sont devenus en fait techniquement, c'est de la livraison, clairement. Donc pour eux, il y a eu un vrai changement conceptuel de leur mode, de leur business. Et c'est pas étonnant que ce soit le secteur qui ait mis des changements, qui ait mis le plus de changements en place en suivant la voie du client. Et si on regarde, bon, prendre des actions, c'est bien, mais est-ce qu'il y a eu des effets positifs? 84% ont effectivement vu, pour ceux qui ont fait des changements, bien entendu, hein, 84% ont observé un impact positif sur la fidélité des clients. 75% ont constaté une augmentation en fait, des ventes en ligne. C'est ce qu'on appelle l'effet Halo, ou en fait Halo avec H-A-L-O, où en fait quand on fait des changements positifs côté magasin, ce qui se passe, c'est que dans un rayon certain, il y a une augmentation des ventes en ligne. Tout simplement, la marque rayonne de par sa présence physique. Et près de 70% ont vu une meilleure connexion entre les équipes locales et leurs clients, donc vraiment un retour à cet aspect du retail de communauté, qu'on soit une grande marque ou une petite marque, vraiment de s'attacher à sa communauté et que la communauté soit attachée à nos équipes. Donc ça humanise la marque et ça crée beaucoup plus de proximité. Maintenant, l'autre question, c'est de se dire, voilà, ce qu'on voulait savoir, c'est des retailers, c'est est-ce que vous pensez en fait que ces changements vont s'inscrire dans le temps? Et les 3 cas ont dit, bien sûr, qu'on pense que ces changements vont s'inscrire dans le temps. Et il y a une vraie logique derrière, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a des consommateurs qui apprennent des nouvelles habitudes et ces habitudes-là vont perdurer dans le temps. Maintenant, l'autre façon de regarder aussi, c'est qu'il y en a un cas qui pense que peut-être pas. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ce cas-là, parce qu'en fait, la manière dont je regarde en fait, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on a mis beaucoup de pansements et de bandages et de plâtre sur notre expérience retail, qu'elle soit e-commerce ou en physique, parce qu'on a dû réagir très très rapidement. Il y a eu des changements constants, des gouvernements qui passent des lois naturellement pour tous nous protéger, mais c'est très impactant, c'est au jour le jour. Et donc du coup, on a dû faire beaucoup d'adaptations très rapides. Et pour cela, moi, je pense vraiment que c'est l'opportunité au niveau du retail, surtout au niveau du retail physique, quand on ouvre un nouveau magasin, de penser, au lieu de répliquer un format qu'on a déjà, mais de penser comment est-ce que je créerais ce magasin aujourd'hui, connaissant les nouvelles habitudes des clients, connaissant les nouveaux modes de consommation. Et au lieu de répliquer en fait ce qu'on a déjà fait, plutôt de se dire, voilà, si je devais démarrer un magasin à partir de zéro, le concept du magasin, comment est-ce que je le reverrai? Et là, il y a une vraie opportunité pour les retailers. Et il y a des retailers qui font déjà ce type de changement, comme Intermarché, qui lance des nouveaux formats, par exemple. Donc voilà, pour terminer, une des grosses, il y a vraiment 4 axes qu'on a constatés au cours de cette étude sur la perspective des retailers sur ce qui va se passer dans le futur. Et donc, le premier axe, c'est une digitalisation accélérée, encore une fois, un paysage compétitif plus dense, avec de la compétition, des partenariats et beaucoup plus de canaux. Donc, pouvoir s'adapter à ça. Le deuxième point, c'est que les comportements des consommateurs ont avancé beaucoup plus vite que ceux des retailers, et ce n'est pas une situation dans laquelle les retailers vont se retrouver dans le futur. Le troisième point, c'est la sécurité et l'écoute client. Et finalement, pour terminer, des liens humains plus forts qui se créent entre les clients et... pardon, c'est mon alarme qui sonne. Donc, des liens humains qui se créent de manière plus forte. Si on est à l'écoute du client, si on a créé des relations et des canaux d'écoute, dans ce cas-là, il y a des liens humains plus forts qui se créent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite en fait une bonne fin de conférence et de bonnes autres sessions. Et je vous laisse en musique avec mon alarme qui sonne pour la fin de cette présentation.
Merci à tous.